Tout le monde connaît la légende des 300 Spartiates qui ont tenu tête à une armée perse de plusieurs milliers d'hommes. La mafia américaine avait aussi ses 300 Spartiates, les frères Gallo. À la fin des années 1950, Larry, Joe et Albert ont rassemblé autour d'eux des gars fidèles et à plusieurs reprises, ils osèrent défier les parrains de leur propre famille. Ils déclarèrent la guerre pour arracher leur part du gâteau et s'installèrent dans leur thermopile à Brooklyn, d'où ils repoussèrent des ennemis beaucoup plus nombreux. Bien sûr, contrairement aux Spartiates, ils ne défendaient pas leur pays, mais cherchaient simplement à obtenir une plus grosse part du business illégal. Cependant, cette analogie décrit très bien ce qui se passait à l'époque. Les Gallos sont probablement les rebelles les plus célèbres de la Cosa Nostra. Ils ont défié l'autorité de leur patron et les règles de la mafia, recruté dans leur brigade des personnes de toute nationalité, et même plus que cela, leur équipe comptait un nain et un lion sauvage. Et ils ont défié les autorités établies, ne permettant à personne de se considérer comme supérieur à eux. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'époque, on les appelait la sixième famille de la mafia new-yorkaise. Si vous souhaitez découvrir comment une petite brigade a réussi à tenir tête à la mafia américaine au sommet de son influence, voici les frères Gallo, de l'autre côté de la loi. Les frères virent le jour à l'époque même où la mafia américaine achevait sa formation. Larry, l'aîné, est né en 1927, Joe en 1929 et Albert en 1930. Leur père, Umberto Gallo, est arrivé aux États-Unis au début des années 1920 et fait une petite fortune grâce à la contrebande d'alcool qu'il a ensuite investi dans un snack bar à Brooklyn après la fin de la prohibition. Et il l'a également utilisé pour des opérations d'usure clandestine. La mère des frères, Marie, était considérée comme la principale force modératrice de la famille, celle qui devait empêcher ses garçons de déraper complètement. Y est-elle parvenue? Probablement pas. Dès leur plus jeune âge, les frères ont montré une tendance à un comportement antisocial. Malgré leur petite taille, ils mesuraient un peu plus d'1,70 m. Ils se battaient constamment et Joe, en particulier, passait pour un véritable fou. On aurait dit qu'il cherchait volontairement la confrontation avec plus grand que lui, juste pour prouver sa force. Le leadership au sein du trio revint naturellement à Larry. Tout le monde reconnaissait qu'il était le plus intelligent et le plus raisonnable. Joe était considéré comme le plus dur et le plus instable. Albert était le plus jeune et personne ne lui attribuait de traits particuliers. Les frères ont commencé leur carrière criminelle dans la mafia après avoir rencontré Johnny Odo, membre de la famille Profaci, qui les a présentés à Frankie Abbott, surnommé Shots. Frankie était le capitaine de la famille Profaci qui menait ses activités criminelles à Brooklyn depuis l'époque de Frankie Yale. Shots dirigeait ici une loterie clandestine, connue sous le nom de Jeu des numéros. On estimait que son revenu annuel net s'élevait à environ 2,5 millions de dollars. Les Gallo ont commencé à travailler comme hommes de main pour Shots. On pense que les frères n'ont été acceptés dans la famille Profaci qu'après avoir participé au meurtre d'Albert et Anastasia. Cependant, les preuves à l'appui sont extrêmement rares. Cette version est principalement étayée par les allusions semi-humoristiques de Joe Gallo quant à son implication. Il existe toutefois une autre version, qui s'appuie sur le témoignage d'un informateur qui était impliqué dans ces événements. Selon cette version, le meurtre d'Anastasia était la conséquence de son conflit avec ses capitaines Joe Biondo, Charles Dongara et Joseph Ricobene, qui l'ont tué, puis Carlo Gambino a été placé à la tête de la famille. Et en fait, cette version semble extrêmement convaincante. Les trois capitaines ont appris qu'on voulait les tuer, ont pris les devants, ont organisé l'attentat en premier, puis ont obtenu la grâce devant la commission. Vito Genovese et Tommy Lucchese en ont profité pour faire pression afin que Carlo Gambino soit nommé à la tête de la famille. Il faut dire que cette version change complètement la perception de la fin de vie d'Anastasia. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans les vidéos que je mettrai en lien dans la description. Mais même si l'on rejette la participation des frères Gallo dans l'assassinat d'Anastasia, ils ont tout de même été acceptés dans la famille Profaci à la fin des années 1950. Seuls Larry et Joe ont été acceptés. Albert n'allait pas devenir membre de la mafia de sitôt, et Joe a dû souffrir un peu avant que sa candidature ne soit approuvée. J'ai déjà dit qu'il était considéré comme fou dans son enfance, et quand il a grandi, rien n'a changé. On a même commencé à l'appeler Joe Gallo le fou. Il était colérique et pratiquement incontrôlable, ce qui a conduit les mafieux à penser qu'il était accro à la drogue. Afin de prouver le contraire, ils l'ont enfermé dans une pièce avec son accord. Ils voulaient ainsi voir s'il souffrait ou non du syndrome de sevrage. Joe n'a pas eu de crise de sevrage et tout le monde a finalement été convaincu qu'il était simplement fou.
Plus tard, en prison, les médecins l'ont examiné et ont découvert que ce n'était pas seulement un surnom. Joe souffrait réellement de schizophrénie paranoïde. L'adhésion à la mafia de Joe et Larry a remonté à leur statut au sein de l'organisation, mais n'a eu que très peu d'impact sur leurs revenus. Leur principale source de revenus restait le racket, le protectionnisme et les jukebox. Ce dernier consistait à imposer aux établissements l'achat de jukebox auprès des frères Gallo, ainsi qu'à créer un syndicat auquel les autres distributeurs de jukebox étaient contraints d'adhérer afin de tirer profit de leurs cotisations syndicales. C'est précisément en raison de leur implication dans ce type de racket qu'ils ont été convoqués à des audiences sénatoriales, où est apparue la célèbre vidéo dans laquelle Joe, assis avec des lunettes noires et fumant une cigarette, répondait à des dizaines de questions par la même phrase, invoquant le 5e amendement de la Constitution américaine. Je refuse respectueusement de répondre car je crois sincèrement que ma réponse pourrait m'incriminer. Par la suite, aux revenus de Gallo s'ajoutèrent la vente de distributeurs de cigarettes et de flippers, les jeux de hasard, le racket, ainsi que la musique et la pornographie. Quant à l'avant-dernière source de revenus, le chanteur le plus célèbre associé aux frères fut Jimmy Roselli. À l'époque, il rivalisait d'égal à égal avec Sinatra pour le titre de meilleur chanteur italo-américain. Enfin, les Gallo se sont lancés dans la distribution de magazines pornographiques par l'intermédiaire de leur société de distribution Astro News Distributors. Si vous aimez les podcasts de Sammy Gravano, vous savez que Robert Di Bernardo, le capot de la famille Gambino, s'occupait de quelque chose de similaire. Cependant, les revenus ne sont pas le plus important dans l'histoire des frères Gallo. Le plus important, ce sont bien sûr les guerres qu'ils ont menées. Et c'est ce dont je vais vous parler après avoir présenté le gang Gallo, afin que vous ayez une idée de ceux qui ont osé défier le système établi avec les frères. Le plus représentatif était bien sûr le nain Armando Iliano, surnommé Mondo, qui tenait un bar appelé Mondo, où les frères Gallo avaient l'habitude de se retrouver. Dans la cave de ce bar, Joe gardait un lion, qu'il utilisait souvent pour intimider ses victimes lors des extorsions ou de rackets. Au départ, Joe voulait simplement amener un animal exotique au bar pour ajouter du charme à l'établissement. Le premier fut un singe, mais il devint trop problématique car il détruisait tout autour de lui et répandait ses excréments. Joe le rendit alors au propriétaire du magasin d'animaux exotiques qui lui proposa en échange un lionceau. Et c'est ainsi que les frères Gallo se sont retrouvés avec leur propre lion pour lequel ils ont aménagé un espace dans leur cave. Après avoir entendu tout cela, essayez donc de dire que le gangster nain qui garde un lion dans sa cave n'est pas un personnage significatif de la bande. Et en fait, la bande des frères Gallo était très différente des autres bandes mafieuses. Où auriez-vous pu voir dans un gang de mafia un arabe, Ali Hassan Wafa, surnommé Ali Baba, deux Syriens, tous deux dénommés Syriens, qui s'appelaient Louis Soubella et Sami Zaralbam, et le grec Pete Diapoulis. Cependant, les Italiens constituaient tout de même le noyau. C'est avec cette équipe que Gallo s'est lancé en 1961 dans une guerre contre son patron Joe Profaci. En réalité, le conflit se préparait depuis longtemps. Les frères étaient mécontents de la répartition des rackets au sein de la famille, du fait qu'ils ne recevaient, comme on dit, que les miettes de la table commune. Ils ne cachaient pas leur mécontentement, mais rien ne changeait d'année en année. Le déclencheur qui les a poussés à passer à l'action a été le meurtre de Frankie Schutz. Il existe plusieurs interprétations sur les raisons et les circonstances de son meurtre. Dans la première, Gallo aurait incité Schutz à cesser de verser un pourcentage de ses gains au patron et à se ranger de leur côté dans le conflit tacite qui les opposait. Profaci n'a pas apprécié et a tué Frankie. Gallo, par vengeance et par désir d'obtenir les rackets de Schutz, a exacerbé la situation. Dans la deuxième version, Profaci est venu lui-même voir Gallo pour lui demander de tuer Frankie parce qu'il avait essayé de payer et se tenait à l'écart. En échange, les frères devaient obtenir les rackets de Schutz, mais Profaci les a trompés et a donné les entreprises de Frankie à d'autres personnes, ce qui a poussé Gallo à aggraver le conflit. La troisième version diffère de la première uniquement en ce que Gallo n'a pas commis le meurtre lui-même, mais l'a confié à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, le conflit s'est aggravé à cause du meurtre de Frankie Schutz et de la question de savoir à qui reviendraient ces rackets. Tout a commencé lorsque, au début de l'année 1961, Gallo a fait enlever des proches de Profaci, à savoir Joe Colombo, John Simone, Joseph Magliocco et Sally Musacchio. Il était prévu que Profaci soit également parmi eux, mais cela n'a pas pu se faire. Selon le plan de Larry, cette action visait à renforcer la position dans la négociation concernant l'extension des rackets de Gallo. Selon le plan de Joe, il fallait tuer tous les otages, puis Profaci lui-même,
avant de prendre le pouvoir dans la famille par la force. L'idée de Larry l'emporta et les négociations commencèrent, à l'issue desquelles Profaci promit de répondre à toutes les exigences, mais seulement après la libération des prisonniers. Dès que les Gallo le libérèrent, au lieu de satisfaire leurs exigences, ils reçurent la peine de mort de leur patron. Larry devait être le premier à mourir et le coup a été exécuté par Camille Persico, un ancien partenaire criminel des frères qui avait rejoint le camp de Profaci. Pour cet acte, il recevra plus tard le surnom de Serpent. Persico a convoqué Larry dans un bar pour discuter affaires. Larry, qui ne se doutait de rien, est venu seul, mais Persico avait amené 2 autres hommes avec lui, dont l'un a passé une corde autour du cou de Larry. Seul un miracle l'a sauvé. Par un étrange hasard, le policier est entré dans le bar, obligeant les assassins à s'enfuir. À peu près au même moment, la première victime de la guerre est apparue. Joe Jelly, membre de l'équipe de Gallo, a été tué et jeté à la mer, et une boîte contenant les vêtements de Jelly, remplie de poissons, a été déposée devant la porte du restaurant des frères Gallo, avec son doigt posé au-dessus. Immédiatement après Jelly, 2 autres hommes, Marco Morelli et Tony Di Carlo, ont été tués. L'un des principaux hommes de main de Gallo, Joe Maggs, a été abattu par le garde du corps du capitaine de la famille Profaci, Harry Fontana. Max voulait savoir pourquoi Fontana, qui était censé être de leur côté, ne donnait plus de nouvelles depuis l'attentat contre Larry. Un conflit a éclaté et Max a été tué. Tous ces événements ont poussé Gallo à déclarer l'état d'urgence dans son équipe et à se retrancher dans son quartier de President Street à Brooklyn. Et il se trouve que celui qui voulait cette guerre n'a pratiquement pas eu le temps de la mener. Joe Gallo a été envoyé en prison en décembre 1961. Il avait pris pour cible un petit entrepreneur dans le but de s'associer à son entreprise. En d'autres termes, il essayait de lui imposer sa protection et de lui soutirer une partie de ses affaires. Ce type est allé voir les flics et Joe a été condamné à 14 ans de prison. En prison, il s'est pris de passion pour les livres, a appris la technique de la lecture rapide et les dévorait les uns après les autres. Il aimait particulièrement la philosophie. Cependant, personne n'avait l'intention de le laisser lire tranquillement. Profaci voulait atteindre Joe derrière les barreaux. Larry l'avait même averti de ne manger sous aucun prétexte la nourriture apportée de l'extérieur de la prison, car selon les rumeurs, c'était ainsi que le meurtre devait avoir lieu. Comme les Gallo, en rentrant en guerre avec Profaci, s'étaient en fait mis au banc de la société, Joe ne pouvait pas compter sur le soutien de ses compatriotes en prison, bien au contraire. Ainsi, au lieu des Italiens, Joe s'est fait des amis parmi les Afro-Américains. Son principal compagnon était Nicky Barnes, un trafiquant d'héroïne qui était encore plus redoutable que le célèbre Frank Lucas. Des rumeurs circulaient même selon lesquelles Joe voulait se lancer dans ce business avec Barnes, mais cela ne s'est finalement pas produit. Au lieu de Gallo, c'est Matthew Madonna, membre de la famille Lucchese, qui était alors incarcéré dans la même prison, qui est devenu le partenaire de Barnes. Cependant, ses relations avec les Noirs ont non seulement apporté à Joe un bon ami, mais aussi des problèmes avec le Ku Klux Klan. Dans le salon de coiffure de la prison, il y avait plusieurs fauteuils, certains occupés par des coiffeurs noirs, d'autres par des coiffeurs blancs. Les détenus de la même couleur de peau s'asseyaient donc dans les fauteuils correspondants. Joe enfreignait ostensiblement cette règle et se faisait coiffer par les Noirs. Les membres du clan ont décidé de le punir pour cela, mais ils ont mal calculé leur coup et n'ont envoyé qu'une seule personne. À l'issue de la bagarre, Gallo a arraché l'oreille du gars avec ses dents et s'est enfui avec dans sa cellule où il l'a recraché dans les toilettes. Pendant ce temps, le membre du clan hurlait et appelait les gardiens à l'aide. Dans l'ensemble, tout le séjour de Joe s'est déroulé ainsi, entre morsures d'oreilles et discussions avec d'autres détenus sur la futilité de notre existence terrestre. Il était beaucoup plus tranquille en prison que dans les rues de Brooklyn, où ses frères de sang et d'adoption continuaient à se battre contre des forces supérieures. Le nombre de membres de la bande de Gallo s'élevait à environ 25 personnes, tandis que Profaci avait environ 200 hommes sous ses ordres. Les autorités, ayant appris l'existence du conflit, ont encerclé le lieu où se cachait Gallo, sur President Street, avec des postes d'observation. Elle voulait ainsi montrer qu'elle voyait ce qui se passait et qu'elle ne laisserait pas le quartier se noyer dans le sang à cause de règlements de compte entre gangs. Cela aida en partie, mais personne n'avait l'intention d'arrêter la guerre. Gallo transforma son quartier général de President Street en forteresse, avec des grillages aux fenêtres et des gardes sur le toit, tandis que les hommes de Profaci, parmi lesquels Carmine Persico était l'un des plus actifs, l'assiégeaient et tentaient d'éliminer les rebelles un par un. Tout cela a continué jusqu'au printemps 1962, lorsque les actions actives ont soudainement cessé.
Des rumeurs circulaient selon lesquelles Larry avait promis le poste de patron après la mort de Profaci atteint d'un cancer, s'il se réconciliait avec Persico et mettait fin à la guerre. Selon cette théorie, les pères de cette idée étaient Lucchese et Gambino, qui étaient à l'époque les principales forces au sein de la commission. Je ne peux pas affirmer que c'est vrai ou faux, car il y a trop peu de preuves, mais il y a bien eu une trêve, et les fusillades n'ont repris qu'après la mort de Profaci à l'été de la même année, lorsque Joe Magliocco a pris sa place. La cible principale de Gallo restait Persico, à qui il voulait se venger de sa trahison. En 1963, plusieurs attentats ont été perpétrés contre lui pratiquement à la suite, mais il a réussi à survivre à tous. Une fois, un combattant de Gallo a mal lancé une grenade, elle a rebondi, il a décidé de la ramasser et de la lancer à nouveau et a fini par perdre sa main. Une autre fois, une bombe a été placée sous le châssis de la voiture de Persico que l'homme de Gallo a fait exploser dès que Carmine s'est assis au volant. La voiture a bondi en l'air, elle a atterri dans un cratère impressionnant causé par l'explosion. Persico en est sorti étourdi, mais sans blessure mortelle. L'une des explications que j'ai trouvées à ce miracle est que la bombe avait été mal placée et que l'explosion avait été dirigée vers le bas plutôt que vers le haut. Enfin, la troisième fois, sa voiture a été littéralement criblée de balles, mais aucune n'a touché d'organes vitaux. L'une d'elles, selon la légende, aurait touché Persico à la main et aurait remonté vers sa tête jusqu'à lui transpercer la joue et sortir par la bouche. Au moment où Carmine répondait aux questions des policiers, extrêmement surpris lorsqu'il a craché la balle dans sa paume et l'aura remise. D'autres ont toutefois eu moins de chance et, en 1963, le nombre de morts dans cette guerre a dépassé la vingtaine, sans compter les blessés et les estropiés. Et on ne sait pas combien de temps la guerre aurait encore duré si le complot de Joe Magliocco et du parrain d'une autre famille, Joe Bonanno, n'avait pas été découvert. Ceux-ci voulaient éliminer 3 autres parrains, Gambino, Lucchese et Magazzino, ce qui leur aurait permis de devenir la principale force de la mafia américaine. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez regarder ma vidéo sur Joe Bonanno. Cependant, cette idée a échoué, car Joe Colombo, que Magliocco avait également associé au complot, l'a trahi et a tout raconté à la commission. Magliocco n'a pas été tué, mais simplement contraint de se retirer des affaires, car il était lui aussi gravement malade. Colombo, qui avait réussi à négocier avec Gallo et à conclure la paix, est devenu le nouveau parrain. Colombo laissa leur territoire à Gallo, et peu après, Larry devint capitaine. 8 années de tranquillité s'ensuivirent. Gallo ne touchait à personne et personne ne les touchait. C'est dans ce contexte que Larry vécut ses dernières années avant de mourir d'un cancer à l'âge de 41 ans. Puis, en 1971, Joe fut libéré. Tant que Larry était en vie, Joe Colombo devait tenir compte de l'opinion de la bande Gallo. Certains comparaient même le pouvoir de Larry à celui d'un parrain de famille. Mais en 1968, il disparut et Albert prit la tête du clan, reconnaissant la suprématie de Colombo. En gros, lorsque Larry était aux commandes, Colombo devait négocier avec lui, tandis qu'avec Albert, il lui suffisait de donner un ordre et d'attendre qu'il soit exécuté. Naturellement, Joe n'aimait pas cette situation. À sa sortie de prison, il était extrêmement mécontent d'Albert. Il l'a réprimandé pour avoir cédé, pour avoir laissé Colombo le traiter ainsi. Joe était particulièrement furieux qu'Albert ait offert une voiturette de golf à Colombo et qu'il ait reçu en réponse pour Noël des cravates identiques pour tout le gang de Gallo. Joe ne voulait pas accepter ces conditions et a demandé à rencontrer Colombo. Celui-ci envoya à sa place 2 hommes de confiance qui apportèrent $1000 à Gallo. Joe leur rendit l'argent et dit qu'il attendait $100 000. Bien sûr, Colombo refusa, après quoi il lui fit savoir que dans ce cas, le patron pouvait aller se faire voir, et que si quelque chose ne lui plaisait pas, Gallo était prêt à entrer en guerre. De retour sur President Street, Joe a informé ses hommes qu'une guerre allait peut-être bientôt éclater et qu'ils devaient s'y préparer. Mais Colombo a tout freiné, estimant apparemment qu'il valait mieux ne pas toucher à Gallo et que tout finirait par s'arranger. Il y eut alors un calme avant la tempête, seulement perturbé par quelques petits accrochages. Tout le monde était prêt à revivre la guerre des années 60 et seul Joe se comportait comme si de rien n'était. Il parcourait New York la nuit, accompagné seulement de 2 gardes du corps ou seul, et passait ses soirées dans les clubs et bars populaires, à la vue de tous, comme s'il n'avait pas envoyé son patron loin et pour longtemps. D'ailleurs, il aimait fréquenter non seulement ses copains, mais aussi la bohème de l'époque, discutant avec eux des connaissances acquises pendant son séjour en prison, sur lesquelles il avait forcément son opinion. Voici, par exemple, ce que se souvient l'épouse de l'acteur Jerry Orbach à propos de sa première rencontre avec Joe Gallo.
Il m'a demandé si je préférais les idées de Camus ou celles de Sartre. Je dois avouer que j'ai failli faire tomber mon assiette de spaghettis. Je savais qui il était et je ne m'attendais pas à une telle question. J'ai répondu que je préférais Camus. Joe a alors expliqué qu'il considérait Camus comme suicidaire, ajoutant qu'il préférait les gens qui avaient la volonté de vivre. À la question de savoir pourquoi Camus était suicidaire, il a répondu que quiconque montait dans une voiture avec quelqu'un qui roulait aussi vite commettait un suicide. Camus, si vous ne le saviez pas, est mort dans un accident de voiture. Après cette soirée, Joe est devenu très ami avec le couple Orbach. Plus tard, il a avoué à Jerry Orbach qu'il avait voulu lui casser les jambes pour avoir incarné dans le film La bande qui ne savait pas tirer un personnage inspiré de Joe Gallo, mais qu'il avait changé d'avis, ce qu'il ne regrette pas aujourd'hui. Pendant que Joe s'amusait, rattrapant le temps perdu en prison, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre Joe Colombo. Lors d'une réunion de la Ligue italo-américaine, qu'il avait créée pour prétendument défendre les droits des Italo-américains, un homme noir lui a tiré dessus. Selon une version, Joe Gallo était derrière cet attentat, ayant décidé de mettre ainsi fin à un conflit inévitable. Selon une autre, il s'agissait d'un complot initié par Carlo Gambino qui n'appréciait pas ce que Colombo faisait avec la Ligue italo-américaine, faisant trop de bruit autour du thème de la mafia. Je laisserai l'explication détaillée de ce sujet pour la vidéo sur Colombo, mais je dirais simplement que la question de savoir si c'était Joe Gallo, la réponse est plus probablement non que oui. Les principaux arguments en faveur de Joe sont son conflit avec Colombo et ses bonnes relations avec les gangsters noirs. Cependant, l'écrivain Frank Di Matteo, qui était lui-même proche de Gallo à l'époque et dont le père était l'un des principaux membres du clan, affirme que Joe n'avait rien à voir avec cela. Il affirme que les membres du gang ont été extrêmement surpris lorsqu'ils ont appris l'attentat, ajoutant que si Joe avait préparé un tel coup, le père de Di Matteo l'aurait certainement su et aurait prévenu son fils. Après la tentative d'assassinat, Colombo est tombé dans le coma, et les tensions entre Gallo et le reste de la famille n'ont fait que s'intensifier, allant parfois jusqu'à des fusillades et de nouvelles tentatives de meurtre. Devinez qui n'en avait strictement rien à faire. Eh oui, Joe Gallo, qui continuait à mener une vie bien remplie, sortant pratiquement tous les jours et n'hésitant pas à faire des blagues de mauvais goût sur Colombo, comme celle où il avait mangé tellement de légumes qu'il était lui-même devenu un légume. Pour ceux qui ne le savent pas, après la fusillade, Colombo est resté longtemps dans le coma. Il l'a fait, bien sûr, en vain. Après les attaques contre Colombo, les frères Persico, qui étaient en désaccord avec Gallo depuis la première guerre familiale, sont devenus la force principale de la famille. Il suffit de se rappeler combien d'attentats contre Carmine ont été perpétrés à cette époque. Et les Persico n'auraient pas manqué de profiter de la moindre occasion pour se venger, et les virées de Joe dans les bars leur offraient clairement cette occasion. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'était le 7 avril 1972, le 43e anniversaire de Joe qu'il a décidé de fêter le soir même avec sa femme, sa belle-fille, sa sœur Carmela, ainsi que 2 membres de son clan, le Greg Pitt et sa petite amie, et Bobby Darrow. Ils se sont rendus au Copacabana. Ils y passaient la majeure partie de la soirée à s'amuser, et ce n'est que peu avant de partir que Joe eut un petit accrochage avec le chef d'une famille de Pennsylvanie, Russell Bufalino, à qui il avait tendu la main pour le saluer. Gallo a vu sur sa veste l'insigne de la Ligue italo-américaine, dont Joe Colombo était membre. Joe n'aimait pas cette organisation, comme tout ce qui avait attrait à Colombo, et il a donc demandé à Bufalino, sur le ton de la plaisanterie, « Tu crois vraiment cette ligue de merde ?» Russell ne répondit rien et s'éloigna simplement de Gallo, qui avait beaucoup bu. Frank Sheeran, un homme de Bufalino, poursuivit la conversation avec Joe. « Joe, tu ne peux pas parler comme ça, c'est le parrain. Et moi aussi, nous sommes frères, ne sommes-nous pas égaux ?» Après quoi, Joe emmena son homme de main, Greg le Pitt, à une table. Peu après, Gallo laissa partir Bobby Darrow et quitta le restaurant avec les autres. Sur le chemin du retour, il eut envie de manger chinois et ils se rendirent dans son restaurant préféré de Chinatown qui était fermé. Joe a alors demandé de se rendre sur Mulberry Street, dans le petit quartier italien où ils se sont arrêtés dans l'établissement du capot de la famille Genovese, Matthew Ianiello. Après avoir discuté un moment avec lui, ils se sont installés à une table où ils ont poursuivi la fête. Selon Frank Sheeran, la suite des événements s'est déroulée ainsi. Il est arrivé dans ce restaurant et a abattu Joe pour avoir insulté Bufalino. En réalité, Sheeran n'a rien à voir avec cela. Gallo a remarqué Joe Luparelli dans le restaurant, le chauffeur de Joe Iacavelli, alors chef par intérim de la famille Colombo de la faction Persico.
Luparelli sortit du restaurant et appela Iacovelli qui lui a ordonné de trouver quelques autres gars et de tirer sur Joe. Eh bien, vous connaissez tous la suite grâce au film The Irishman. Un homme est entré dans le restaurant et a commencé à tirer. Joe a tenté de s'enfuir pour détourner les tirs des femmes et de l'enfant vers lui, mais il a été abattu. L'homme est monté dans sa voiture et est parti. Après cela, tout le monde comprit ce qui allait se passer. La bande de Gallo, dirigée par Albert, et le reste de la famille, menée au combat par le frère de Carmine, alias Boy Persico, commencèrent à se préparer à la guerre. Les combats se sont poursuivis avec quelques interruptions jusqu'à l'automne 1974, et le nombre de morts et de blessés approchait la vingtaine lorsque la commission a décidé de proposer à Albert Gallo de déposer les armes en échange de son admission dans la famille Genovese. Il a accepté cette proposition et la guerre a pris fin. Un autre conflit éclata en 1976. L'initiative ne vint pas de Gallo. Cette fois-ci, au lieu de riposter, Albert porta plainte contre la famille Colombo par l'intermédiaire des chefs de la famille Genovese. La question fut examinée et les instigateurs éliminés, après quoi l'équipe de Gallo continua d'exister tranquillement au sein de la famille Genovese.